Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Honeypot Podcast, cette dernière édition spéciale de l'année. Un rendez-vous spécial en mutualisant des multicultures, comme je le dis toujours, en social intelligence, en écoute sociale, en e-réputation, en social data. Ici, et dans ce podcast, on donne la parole aux pratiqueurs et aux utilisateurs qui la utilisent. Donc, pour conclure, l'année 2025, Onipot met à l'honneur des gens experts, engagés et intelligents stratégiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Cassel, expert en social listening, en réputation et social intelligence. Céline est Economic and Strategic Intelligence Analyst au sein du groupe Terre Fabre. Fort de plus de 15 ans d'expérience en économique intelligente et sociale, Céline incarne une nouvelle génération de professionnels capables de relier la veille stratégique, l'intelligence des conversations en ligne et les enjeux de réputation dans des secteurs des plus exigeants, notamment la big pharma et la cosmétique. Merci d'être avec nous, Céline, et bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là. Merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Merci à vous encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Céline, avant qu'on commence, et pour que notre audience te connaisse mieux, est-ce que tu peux te présenter à l'audience? Oui, donc je suis Céline Cassagne. Je travaille effectivement au sein des laboratoires Pierre Fabre depuis 2008. Mais voilà, si je reviens un petit peu en arrière, je suis issue d'une formation universitaire en intelligence économique, veille et documentation. J'ai eu la chance, de par mes différents stages, d'arriver à pouvoir tester, le milieu de la veille dans l'industrie et c'est comme ça que j'ai, finalement atterri dans ce milieu-là et que j'ai continué, toute ma carrière, dedans. Chez Pierre Fabre, j'ai eu une première vie qui était, j'étais chargée d'études documentaires, sur des problématiques de veille, stratégique, économique, de positionnement de l'entreprise dans son environnement concurrentiel, voilà et en 2020, j'ai eu, la chance de pouvoir, ajouter à ce premier parcours, vraiment centré sur de l'analyse médiatique, on va dire traditionnelle, une deuxième jambe, qui est celle du social listening et du coup de l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux sociaux au service toujours d'une intelligence, stratégique. Donc on y reviendra parce qu'on a aussi évolué en 5 ans sur ce sujet-là, dans l'équipe. Mais voilà, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je suis dans l'information depuis le départ et je suis passionnée par ce milieu et j'ai vu arriver, l'émergence des réseaux sociaux et l'impact que ça pouvait avoir sur une entreprise et sur sa réputation et sa notoriété, assez rapidement et ça m'est apparu, assez fondamentalement obligatoire de s'y intéresser et de s'y former, de s'outiller et pour pouvoir, toujours servir, l'entreprise, dans son besoin d'un meilleur positionnement. C'est super intéressant, un parcours très riche et exceptionnel. En fait, c'est un vrai plaisir de vous recevoir encore, Céline. Avant d'entrer dans la partie opérationnelle, je pense qu'il semble important de revenir sur la manière dont le touche l'intelligence se déploie dans des secteurs aussi sensibles comme le vôtre, celui de la pharma et la cosmétique. Ces industries, je pense qu'ils nécessitent un traitement unique. Ils combinent en fait une certaine réglementation stricte, des enjeux de confiance, une dimension émotionnelle du produit, pour qu'il s'agisse de santé, de bien entendre les conversations autour de, des différentes marques en général, exige donc une certaine écoute beaucoup plus fine, contextualisée et, comme vous avez dit, stratégique. Donc, Céline, pour nos auditeurs, quelles sont les différentes spécificités de l'industrie euh, euh, qui influencent l'âge du socialiste et comment dimension émotionnelle du produit elle peut impacter la nature des impacts que vous cherchez au quotidien?
Je vais essayer de revenir un petit peu, à la genèse, du social listening chez Pierre Fabre pour expliquer après comment on a réussi à le développer sur effectivement des secteurs et des sujets qui peuvent paraître, un petit peu, complexes. À la base, comme dans beaucoup d'entreprises, le social listening, il est arrivé par, la gestion de crise, hein, le besoin de suivre, ce qui se disait sur l'entreprise et ses produits dans un contexte de, voilà, possible polémique. Hem, c'est souvent le cas dans les entreprises et on le développe ensuite pour, suivre, la réputation plus globalement d'une entreprise, d'une marque et puis après on en vient à se dire: «Mais finalement, toutes ces données, je peux aussi les utiliser pour autre chose». Donc ça a été notre socle comme beaucoup. Hem C'était à l'époque quelque chose d'assez, diffus dans l'entreprise et il y a eu à un moment donné un besoin de mettre en place quelque chose d'un peu plus centralisé pour vraiment, dynamiser, le sujet dans l'entreprise et lui donner une dimension, à la fois collective et impactante, pour, l'entreprise, mais aussi pour, le bénéfice des patients. Ensuite, il y a quand même une spécificité chez Pierre Fabre, c'est qu'on est une entreprise qui est, sur 2 secteurs d'activité très différents. Donc on travaille d'un côté sur, la dermocosmétique, avec des produits qui vont venir répondre à un besoin, à un problème de peau, un problème de cheveux et cetera. Donc on est sur une industrie qui est un peu plus classique, on va dire, en termes de social listening, où on est sur, de l'écoute autour, de produits, d'un besoin, consommateur, où on va venir s'intéresser à, des routines, à comprendre les dynamiques, comment mon produit vient s'inscrire, dans le quotidien de mon consommateur et c'est un secteur qui est très, très, influencé au sens strict du terme, l'influence telle qu'on la connaît, la plupart du temps. Et du coup, forcément, le social listening va venir apporter quelque chose de très important pour connaître, les consommateurs et vraiment comprendre dans quelle mesure nos produits viennent, répondre à une problématique donnée. Et d'un autre côté, le groupe Pierre Fabre, il est aussi sur, le segment pharmaceutique, comme tu l'as dit, qui est un secteur qui est très réglementé, où pour le coup, on n'a pas le droit de faire de promotion des médicaments, en ligne, enfin, ou même d'une manière générale. Et du coup, le social listening, il va venir répondre à des problématiques qui vont être assez différentes, même si on retrouve quand même des choses assez, communes. On va être sur, un besoin d'écoute, sur, finalement quelque chose qui est de l'ordre de comment le patient fait face à sa maladie. Quelles sont les problématiques qu'il rencontre au quotidien face à cette pathologie, face à son traitement, face à sa vie quotidienne impactée par sa maladie? Et du coup, quand on va faire du social listening, on va le faire d'une toute autre façon. Souvent, on va aller, sur, des aires de discussion qui vont être très spécifiques. C'est-à-dire qu'un patient qui va parler de prenons un exemple, d'un cancer du sein, il va pas forcément falloir faire une requête avec des mots-clés qui parlent de cancer du sein, mon cancer du sein et cetera. Il va falloir aller plutôt sur des aires de discussion spécifiques où on sait que, sont réunis à cet endroit-là des patients de cette pathologie et c'est ensuite dans ces lieux de discussion qu'on va aller faire nos recherches et qu'on va aller mettre en place nos requêtes plus spécifiques sur le sujet auquel on a besoin de répondre, avec le social. Donc on est sur 2 approches qui vont être très différentes et du coup, à la fois dans la façon dont on va collecter, mais aussi dans la façon, qu'on va avoir de traiter l'information et de la restituer aux équipes. Voilà, si je peux déjà donner un petit peu, ce prérequis, par rapport à nos 2 industries qui sont complémentaires, mais aussi très différentes en termes de réglementation et de besoin final. Voilà, ça me paraît important de poser ce cadre-là pour nos recherches. Oui, c'est très intéressant. En fait, comme vous avez signalé, ce sont 2 secteurs, complémentaires malgré que le traitement est différent. C'est ça, Heu, oui, donc on peut imaginer un scénario, enfin, une certaine scène, où la team, par exemple, va observer une certaine, discussion, conversation émerger sur un nouveau produit de santé, par exemple, sur les réseaux et parallèlement
les études institutionnelles de marché vont détecter une certaine tendance similaire. Mais personne n'avait encore relié ces deux flux d'informations. Et je pense que là, on peut être lavé augmenter pour intervenir. C'est exactement ça. Ouais, c'est en fait le chose de croître l'intelligence économique, les données marché, le rentiel, ainsi de suite, avec la société data en général. Cela peut permettre de transformer des signaux faibles dispersés à l'aide stratégique concrète. Je pense que c'est exactement ça ce que vous faites. C'est vraiment voilà, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire en créant une synergie entre équipes qui avant ne n'avaient pas forcément, discuté entre elles de ces sujets-là et effectivement, on a évolué dans l'appropriation du social listening chez Pierre Fabre puisque en fait, comme tu le dis, on fait, discuter ensemble, les données qui sont issues des études, quali-quanti traditionnelles et les données de social listening qu'on peut avoir avec nos outils, mais aussi maintenant avec le search listening, dès maintenant et puis encore plus demain avec le search, IA. Donc tout ça, en fait, c'est un savant mélange, en fonction du besoin qui est exprimé par le client d'aller, activer, heu, l'ensemble d'une chaîne de valeur ou une partie de cette chaîne de valeur pour pouvoir répondre aux besoins du client et vraiment ça va s'adapter dans chaque cas parce que c'est pas la peine non plus, dans chaque scénario de sortir l'artillerie lourde et d'aller faire appel à tout le panel qu'on a à notre disposition. Mais ça va être important de vraiment pouvoir jauger en fonction du brief qu'on va avoir du client, de la façon dont il va exprimer son besoin et du coup de la finalité qu'on va comprendre de ce besoin, vraiment quelles questions il cherche à répondre, où on va aller activer, soit l'ensemble de ces choses, soit, une partie. Et du coup, par rapport à mon background et l'équipe dans laquelle je suis, c'est hyper important aussi pour nous de venir mixer les données sociales et les données médiatiques ou institutionnelles ou économiques, plus traditionnelles. Tout simplement parce que déjà dans l'équipe, on a ces expertises-là, on vient de ce milieu-là, on est 8 dans l'équipe et on a plus ou moins tous, une expérience dans ce domaine-là. Et du coup, on va venir rajouter cette brique social listening sur, une première couche d'information qui va venir de quelque chose qu'on connaît de manière plus traditionnelle, dans le passé. Et c'est vraiment toute cette intelligence-là, collective, heu, à la fois, de nos expertises et des outils qui sont à notre disposition et des techniques qu'on a pour, voilà, sortir de la donnée, qu'on va réussir à produire des insights, les plus, qualitatifs possibles, pour nos clients. C'est très intéressant. C'est-à-dire, vous avez parlé du point du pourquoi. Je peux interroger sur le comment. En Oui. fait, vous avez une team 360. Est-ce qu'il y a, comment vous arrivez à mixer ces différents flux d'informations? Quelles sont les différentes étapes de cette architecture, Mmh. c'est-à-dire Mmh. hybride, de veille pour arriver à intégrer et les médias, et l'institutionnel, et le social pour créer cette vision globale tout en intégrant votre team 360. Mmh mh. C'est plus le comment que Oui, le le co pourquoi. ouais, ouais, ouais. De manière assez classique, on va chacun avoir, nos outils dans notre, domaine d'activité spécifique. Donc si je parle de la partie social, chez Pierre Fabre, on a 2 outils qui nous permettent aujourd'hui de couvrir un maximum de collecte, sur, des lieux de discussion différents. Nos collègues qui font de l'analyse médiatique, par exemple, vont avoir leurs propres outils. Quand on fait du search, ça va être d'autres outils et quand on fait du search IA maintenant, c'est aussi d'autres outils. Donc à chaque fois, finalement, on a quelque chose qui nous permet de collecter la donnée. Souvent, on la sort des outils, même si parfois on arrive à faire, de l'analyse dans les outils, mais la plupart du temps, on sort ces données et en fait, on va les hybrider dans d'autres utilitaires qu'on a pour, mixer ces données et pour pouvoir après en sortir des insights, mais c'est toujours voilà, c'est rarement dans l'outil lui-même qu'on fait, cette analyse-là, justement parce qu'on part d'une matière qui est par définition très hétérogène et qu'on va essayer de faire, matcher.
pour pouvoir, en tirer des infos. Après, ce qui est très important, c'est de toujours garder en tête qu'on ne peut pas tout comparer et que les données, par définition, quand on les prend, on sait qu'elles sont différentes, par nature et du coup, il faut pas à tout prix essayer de les mixer entre elles si elles veulent pas dire la même chose. Donc il faut aussi, trouver une bonne manière de pondérer les données et de les faire fonctionner entre elles pour pouvoir produire un Ouais. insight qui soit le plus juste, possible. Oui, exactement. On va parler en termes d'outils, par la suite. En fait, après avoir parlé, de cette veille augmentée, croisement des données et cetera, j'aimerais qu'on s'arrête sur la dimension technique, que tu as évoquée tout à l'heure, de la social intelligence. En particulier, beaucoup plus l'analyse qualitative du sentiment, dans des secteurs sensibles comme, la dermocosmétique et la pharmaceutique. Moi, je pense que c'est limité à l'analyse sentimentale classique, positif, négatif, neutre, et cetera, pour comprendre l'audience en général. Prenons l'exemple d'une marque de cosmétiques, ou bien même de pharmaceutiques qui préparent un pansement de produits, par exemple, un complément alimentaire. Euh, les réseaux, les conversations peuvent paraître normaux, neutres, rien d'alarmant. Mais en réalité, en allant plus loin, l'analyse attitudinale peut attirer, et ressortir des inquiétudes sous-jacentes, je veux dire, notamment sur des effets secondaires, par exemple, sur des attentes spécifiques, des réclamations, qui sont pas, notamment exprimées directement. Donc, Céline, dans ce contexte, comment l'analyse attitudinale vient compléter l'analyse classique du sentiment. Et parlant d'outils, quels sont les outils que vous recommandez à notre audience pour passer d'une analyse sentimentale classique, superficielle, à une behavior analysis, disons, avancée, c'est-à-dire plus profonde? Après, je vais tout de suite, être très franche, il y a pas d'outil magique aujourd'hui. Il y a aucun outil magique, ni qui nous permet de faire, une super collecte, ni qui nous permet d'avoir une super analyse de sentiments, ni qui nous permet de faire, voilà, toutes les analyses qu'on veut derrière. Donc c'est plutôt, une recommandation de se poser la question de, finalement, quand je vais aller analyser, un besoin pour une marque, donc par exemple en dermocosmétique, il va falloir bien réfléchir à, il va y avoir toute une réflexion sur, la sémantique qu'il va falloir, analyser et c'est vrai que dans nos sujets, en fait, les outils vont souvent mal catégoriser les informations parce que dès lors qu'on va parler, d'une pathologie cancéreuse ou, d'une peau qui gratte ou de choses comme ça va être d'office, classé comme des choses, négatives par défaut, alors que pour nous, c'est juste l'expression d'un problème à résoudre et du coup, c'est pas en soi quelque chose de négatif, c'est quelque chose, voilà, il faut que nous, on puisse analyser. Donc dans les équipes qui sont, dédiées au social listening, chez Pierre Fabre, côté dermocosmétique, il y a eu tout un travail, autour de la sémantique, pour pouvoir, définir finalement des lots de sujets, d'expériences consommateurs par rapport à des pathologies qui sont des pathologies clés pour nous et du coup des segments de développement et qui permettent du coup de pouvoir, segmenter les informations qu'on va venir collecter, mais du coup les analyser de manière plus qualitative que si on se fie au simple, la simple classification des sentiments des plateformes. On il y a un travail qui est un travail d'enrichissement finalement par, des tags et beaucoup, maintenant accompagné par ce que nous permet de faire l'IA, pour en fait, en analyse de set de données pour pouvoir construire derrière, des matrices d'analyse qui soient, vraiment plus justes par rapport, au contenu qui est exprimé par les consommateurs. Donc c'est plutôt une évolution dans la façon de traiter la donnée qui est collectée et de se dire, «Je dois aller plus loin dans cette analyse sémantique qui est proposée, par nature dans les plateformes». C'est intéressant. Donc, je pense que c'est plus le travail d'humain qui peut guider, en fait, les différentes plateformes.
Même si, encore une fois, les plateformes nous sont fondamentales et absolument indispensables pour le travail qu'on fait et Le volume. exactement. Et puis, d'une manière générale, si je reviens sur des sujets de gestion de crise, par exemple, on a besoin d'une agilité qui soit performante et ces plateformes nous l'offrent et nous le permettent. Donc heureusement qu'on peut, voilà, qu'on a ces plateformes qui nous permettent toute cette collecte et ce premier niveau d'analyse des informations et je remercie vraiment les plateformes avec lesquelles je travaille pour ça. Mais par contre, quand on est dans de l'analyse fine et qu'on a, vraiment des problématiques exprimées en amont, il faut vraiment réussir à digérer cette information dans le sens qu'on le souhaite et du coup, on est obligé d'ajouter cette brique humaine qui va être, possiblement augmentée grâce à l'IA, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans de l'analyse de choses ou dans de la segmentation de données. Mais on en revient toujours au facteur humain et c'est l'humain et c'est l'expert derrière qui va pouvoir faire ce travail de digestion et d'analyse, en fin de cycle. Bah oui, je confirme et en fait, l'humain, je vais dire que c'est la brique fondamentale de cette analyse. En fait, oui, jusqu'à présent, nous avons parlé des données, d'outils, d'analyse, mais au final, je peux dire toute cette intelligence n'a de valeur que si elle n'est pas, traduite en livrable clair et en indicateur, utile pour la prise de décision. Et même avant, de parler des KPI et des livrables, dans la pratique, on se rend compte que la qualité des insights, dépend tout d'abord de la qualité des questions posées en amont. Et tu as parlé Ah oui, c'est hyper tout à l'heure important. du brief. Exactement. Ouais. Donc sans un bon cadrage, même les meilleurs indicateurs Mmh. peuvent perdre leur, Mmh mh. donc Oui, oui. Là, si je peux dire quelque chose qui pour moi est vraiment, hyper clé dans la réussite d'un projet de social listening, mais n'importe quel projet, je pense, de toute façon, c'est que, alors dans les entreprises, on va souvent recevoir, un mail ou un message qui nous dit: «Ah, j'aimerais savoir, ça ou ça». Il faut vraiment prendre le temps de discuter avec son client. On n'est pas une agence qui travaille pour, voilà, un annonceur, mais en fait, on doit vraiment fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'on doit vraiment prendre le temps de discuter avec notre collaborateur interne pour comprendre, quelle est sa question, mais au-delà de sa question, finalement, quelle réponse il veut avoir, dans quel contexte ça vient s'inscrire. Souvent, il nous manque le contexte, on ne sait pas et quand on prend le temps de faire ce brief oralement avec le client, on s'aperçoit que ça arrive, alors soit dans un contexte, de risque particulier, soit dans un contexte concurrentiel très fort, soit dans un contexte avec des enjeux marketing, qui sont, X ou Y et le fait de faire s'exprimer le client et de finalement développer sa question et éclairer son contexte, va nous permettre à la fois de produire de meilleurs insights, en tout cas des insights plus en phase avec ses attentes, mais aussi de mieux définir toutes nos étapes de collecte et de segmentation des données. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on va s'intéresser à un patient, on va pas faire la même recherche que quand on va s'intéresser à un professionnel de santé ou je ne sais quoi. Il faut vraiment passer par cette étape de brief détaillé pour être en capacité de définir le meilleur scénario de collecte, le meilleur scénario d'analyse et du coup, en finalité, arriver au meilleur insight possible dans le contexte donné. Et après, dans notre cas, comme on est quand même directement rattaché à la direction corporate et que nos enjeux sont souvent de répondre à des problématiques qui sont des problématiques stratégiques pour l'entreprise, il est fondamental pour nous d'avoir, la meilleure connaissance possible des enjeux stratégiques du groupe. Et ça, on l'a grâce à ce positionnement qu'on a dans l'entreprise et c'est fondamental pour pouvoir justement avoir, des ajustements et des recommandations dans les insights qui soient aussi, hem, réfléchis par rapport au contexte stratégique, global dans lequel évolue l'entreprise. oui, c'est hyper intéressant. Je peux dire que en fait, poser les bonnes questions en début, c'est l'étape primordiale et intéressante pour en fait diagnostiquer, les Tout à fait. besoins du client, bien de la demande en général au début
jusqu'à arriver au dernier lot, répondre aux besoins spécifiques et donner les, les real insights in general. Exactement. So, yeah, et arriver, fin de compte, à délivrer les bons livrables avec les bons indicateurs. Donc, répondant aux indicateurs, à ton avis, quels sont les différents indicateurs essentiels pour mesurer la performance du poste stratégique social media? Et quels sont les types de livrables en fin de compte? 360 pour que vous privilégiez offrir une certaine vision complète d'analyse actionnable stratégique. Mmh mh. J'en reviens un peu aussi au format qu'on adopte avec nos clients. Déjà, en termes de restitution, on fait toujours des restitutions orales des analyses. Ce qui me paraît aussi, particulièrement clé par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, dans le métier que j'avais en termes en veille, plus classique. Là, quand on est parti sur le social listening, on s'est dit, «Il faut vraiment que nos analyses, elles soient restituées en live avec le client pour qu'on puisse interagir avec lui sur l'intégralité de l'analyse, qu'on a à lui présenter et pour qu'on puisse aussi, voir comment il reçoit les insights et comment il a l'intention de les activer». Heu, Notre idée, c'est toujours d'avoir, quelque chose de très opérationnel et qui soit, utilisable, dès le lendemain et du coup, cette livraison en face à face, c'est pour moi, une façon vraiment, simple de comprendre comment le client va réussir à activer, ses insights et aussi pour pouvoir, éventuellement préciser avec lui des pistes qu'on n'aurait pas explorées et ou des KPI qu'on ne lui aurait pas donnés et pour lesquels il y a besoin de faire un complément de recherche. Donc ça participe aussi selon moi à la qualité du travail qui est réalisé pour pouvoir être, voilà, aligné sur, finalement un retour sur investissement de l'analyse. Après, si j'en viens aux KPI, c'est difficile de donner une, liste, de KPI qu'on va mettre à chaque fois parce que ça va être vraiment très différent et encore une fois, si je Tout peux dépend de revenir la demande. ouais, puis oui et puis en plus, là depuis un an, mais vraiment, on est vraiment dans une évolution de l'équipe où on a mis en regard l'intelligence économique et l'intelligence sociale et du coup, on n'est plus seulement dans des livrables où on va mettre que des datas sociales, on va être dans des livrables où on va apporter une information sur un sujet donné donc je vais prendre des exemples un peu empiriques mais des sujets, géopolitiques, des sujets RH, des sujets, stratégique et où on va essayer d'éclairer, le sujet par différentes dimensions et du coup, on va vraiment pas donner les mêmes informations quand on est dans ce type d'analyse que quand on est dans une analyse, stricte de social listening, d'analyser un phénomène, d'actualité ou quand on est dans une analyse où on va faire une, cartographie d'influence, d'un sujet à l'issue d'un congrès et où on va aller analyser plutôt des communautés, des prises de parole sur des aires thérapeutiques et cetera donc bon, évidemment qu'il y a du volume, évidemment qu'il y a des interactions, évidemment qu'il y a des notions de maintenant de cartographie, de lien entre des prises de parole, mais il y a pas une règle, il y a pas, Non, voilà, pour moi, il y a pas un KPI qu'on retrouvera à chaque fois, voilà et après, si je peux préciser sur la partie réputationnelle, on a eu à cœur de construire un livrable 360 qui incluait à la fois les données médiatiques traditionnelles, la presse, la télé, la radio et les données social media pour en faire quelque chose de voilà, un consensuel. condensé, voilà, tous les mois et pour le coup, on est sur, du volume, des engagements et demain 2026, notre objectif, c'est d'essayer de donner une grille de lecture sur, qui parle de nous finalement. C'est intéressant et ça serait ma question suivante. Nous sommes en fin d'année, une période clé pour les organisations et les entités en général, marquée par des rapports annuels, des bilans stratégiques et la préparation notamment des orientations à venir. Et c'est aussi à ce moment-là où l'intelligence sociale relève
je peux dire, pleinement sa valeur, non seulement pour analyser ce qui s'est passé, mais surtout d'éclairer les décisions futures, anticiper les évolutions des marchés, les tendances, prédire aussi, et voilà, renforcer en général la capacité d'adaptation des entreprises. Donc, et je pense dans des livres comme Pierre Fabre, l'artificial intelligence, ce n'est plus juste une fonction de pouvoir, mais je peux dire un centre de gravité stratégique. Il que ce soit en termes d'éclairage des décisions, anticipation des risques, accompagnement des marques, et cetera. Donc Céline, question, quelle est aujourd'hui la place réelle du département social, intel et économique au sein du groupe? Et quelles sont vos ambitions stratégiques pour les années à venir, surtout avec l'IA et comment le taxe? Je peux revenir peut-être sur l'intégration, de l'équipe dans la direction communication corporate de l'entreprise. L'idée de ce positionnement, c'est vraiment d'être au cœur de, la communication de l'entreprise et du coup d'être au cœur de ce qui pilote, finalement sa visibilité, sa notoriété et le positionnement au sein du corporate fait aussi qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, ce lien avec, la direction générale et les directions, transverses de l'entreprise, nous permettant d'avoir, la meilleure vision, des orientations stratégiques de l'entreprise. Et finalement, nous, c'est pas tellement enfin, c'est pas en fin d'année qu'on fait beaucoup de bilans, c'est tout au long de l'année qu'on va venir nourrir, des décisions stratégiques, et finalement, on voit souvent découler, de ces études, des prises de décision sur, une fin de cycle et le cycle, suivant qui démarre, sur plein de projets différents. Les défis pour l'année prochaine, ça tourne beaucoup autour de la réputation dans les IA. Donc c'est un sujet qu'on surveille de près depuis, plusieurs mois maintenant. On a fait, vraiment un comment dire? Une étude pour comprendre les enjeux que ça allait avoir, sur, notre réputation et pour, pouvoir en discuter avec l'ensemble des parties prenantes, de l'entreprise qui sont concernées par ce sujet. Donc ça, c'est un des gros points, qui va concerner, l'équipe, intelligence, Economic and Social Intelligence chez Pierre Fabre l'année prochaine. Et puis après, on a toujours des défis autour de l'acquisition des meilleures données possibles et c'est vrai que le développement des formats vidéo, enfin, c'est toujours un défi, pour être sûr de couvrir au maximum, les contenus qui sont produits sur les plateformes aujourd'hui. Donc on est toujours très attentif aux nouvelles évolutions, techniques qui apparaissent sur le marché pour pouvoir être, le mieux outillé possible, avec des budgets contraints. Donc ça fait partie aussi des défis, bon presque permanents, j'allais dire pour l'année prochaine, mais ça c'est un défi en continu que de surveiller, ce qui se passe pour être, le plus pertinent possible. Ouais, c'est super intéressant. J'ai apprécié beaucoup cette vision horizontale du département, le fait qu'il sera aligné avec tout ce qui est corporate communication. Euh, je vous souhaite un très bon courage pour votre travail. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage très riche. Et entre vos exemples concrets, vos méthodes et vos visions stratégiques, on ressent vraiment l'impact et ainsi votre engagement pour transformer les données en insights actionnels. Alors, avant de conclure, j'ai une petite question légère, juste pour sortir en fait, tout ce qui est technique et applied, développement, etc. Donc, si vous avez l'opportunité de vous conserver qu'une seule plateforme de réseaux sociaux pour nourrir votre démarche de socialisation, laquelle vous préférez au pays? Laquelle choisirez-vous et pourquoi? On parle de réseau. Quel réseau? Ouais. Alors je RS. ouais. Je vais vraiment raisonner en termes de quels sont nos projets prioritaires aujourd'hui et sur la partie stratégique. Pour nous, c'est LinkedIn qui nous apporte,
le OK, plus d'informations, dont on a besoin sur nos sujets institutionnels et corporate, à la fois pour la réputation, mais pour plein d'autres choses. Et on travaille beaucoup sur de l'analyse de communauté dernièrement, et on s'est notamment, formé tout récemment à la cartographie pour, pouvoir justement identifier des dynamiques dans des audiences, en particulier sur LinkedIn. Donc je dirais d'accord. parce qu'on est dans ce positionnement intelligence stratégique, renforcé. Mais voilà, tous les réseaux apportent des informations vraiment différentes, selon les Effectivement. points, mais voilà, s'il fallait en choisir qu'un pour nos sujets actuels, ça serait celui-là. Ça serait LinkedIn, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est beaucoup plus corporate et vite Oui, pour ça. exactement, En mais fait, c'était pas prévu pour moi. J'aurais dit TikTok parce qu'en fait, en fait, c'est oui, plus vidéo et cetera, donc ça c'était prévu pour moi. je comprends. En fait, mes collègues, côté dermocosmétique auraient probablement répondu TikTok parce qu'en fait, c'est là où se passent les dernières tendances beauté, les dernières, discussions sur les routines, sur, voilà, les prochaines tendances, elles sont sur TikTok Ouais, effectivement. Exactement, mais après quand on prend la pharma, pour l'instant, on est encore beaucoup sur du Facebook ou du X, sur certains sujets, voire, les forums et les blogs et voilà, quand on est sur des sujets plutôt institutionnels et corpo, on va être beaucoup sur LinkedIn. Donc au final, ça va être très, très variable selon les sujets, mais finalement, ça reboucle avec tout ce que j'ai dit pendant l'échange. C'est que c'est vraiment au cas par cas et en fonction du besoin client qu'on va s'intéresser à l'une ou l'autre. c'est intéressant. Je sais aussi que c'est une question, en fait, beaucoup plus difficile en termes de choisir parce Oui, qu'en fait, toutes les plateformes apportent une exactement. ligne d'information et d'insights différents. Mmh mh. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage d'expertise, pour cette plongée dans cet univers, heu, qui nous montre à quel point la social intelligence est un vrai levier pour différentes industries, mais surtout, pour la pharma et la cosmétique aussi. Dans cet épisode, nous avons ensemble exploré, le rôle stratégique de social intelligence et social listening, la veille augmentée, croisement des données, outils, analyse avancée, KPI, livrables d'attente, et ainsi que les différentes perspectives d'évolution du secteur, avec l'avenir. C'est-à-dire, merci beaucoup Sylvie pour votre disponibilité, votre générosité, vos éclairages, votre ces informations accessibles et passionnantes. Un dernier mot? Merci beaucoup pour l'échange et puis du coup, comme c'est 2 saisons, je vais souhaiter de bonnes fêtes et une belle année 2026 à tous avec des beaux projets, des beaux défis en social listening. Merci beaucoup à vous aussi, à votre équipe, et à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi cet épisode de cette dernière édition spéciale Honeypot. Si cette conversation vous a plu, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute préférées, laissez une note ou bien un commentaire et partagez l'épisode autour de vous. Comme je dis toujours, retrouvez-nous sur les différentes plateformes, LinkedIn, Spotify pour des extraits exclusifs pour découvrir les nouveautés. C'était tout pour cette dernière édition de l'année sur Honeypot. Un grand merci également aux équipes internationaux multilingues, à tous leurs invités qui continueront à décrypter le monde de notre social intelligence en général, transformer les initiatives en décisions stratégiques ou anticiper les tendances qui façonnent les industries. C'était tout, bonne année, à très vite et ciao. Merci Au revoir. Céline. Au revoir.